Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Cette semaine, trois livres que j'ai avancés, que j'ai lus en entier pour l'un d'entre eux. Ces trois livres, les voici. Ces trois livres, il s'agit de Un roi sans divertissement de Jean Giono, de Tempête sur Kinlochleven de Peter May et de Vers les îles éparses d'Olivier Rollin, qui nous emmène dans des lieux assez différents les uns des autres, assez éloignés les uns des autres. On se retrouve en Écosse, on se retrouve dans ces îles éparses au large de Madagascar, et puis dans les montagnes de Jean Giono. Et trois livres assez différents qui m'ont tous les trois beaucoup intéressé. Alors, ma lecture principale de la semaine, eh bien, c'est Un roi sans divertissement de Jean Giono. Avec d'ailleurs quelque chose d'assez étrange. Ce titre, en le découvrant, je ne l'avais pas forcément compris, ou je n'ai compris qu'en lisant la toute fin du livre. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement à la fin, mais ça se termine par cette question. Qui a dit « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Or, parmi mes lectures toutes récentes, il y a précisément un livre qui s'intitule « Un homme plein de misère » de Jacques Abeille. Et donc, j'en lis presque une forme de... j'allais dire préquel, évidemment pas, mais une forme de quelque chose qui précède, qui est avant Un homme plein de mystère, qui est lié à ça. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Et repensant à Un homme plein de misère de Jacques Abeille, on pense à ce personnage du prince qui ne sait pas trop que faire. Et donc, un roi sans divertissement est un homme plein de misère, c'est une phrase de Pascal, de Blaise Pascal. Mais le livre en lui-même, celui de Giono, nous raconte une histoire assez étrange, puisée dans un passé dont on nous dit dès le départ que les traces sont assez compliquées à réunir. Il y a des témoignages anciens qu'on reprend, et puis on a des personnages qui sont connus de génération en génération. Ils ont même, comme les rois, des numéros, alors que ce sont des gens qui travaillent dans une scierie. Et puis, on a un étrange personnage, on a des choses absolument bizarres qui se déroulent dans ces lieux reculés de montagne. Il y a des morts, il y a une inquiétude. Et puis il y a un certain Langlois qui est un homme envoyé pour enquêter sur les meurtres qui ont lieu et qui va petit à petit devenir un personnage central de ce lieu, même quand les meurtres seront terminés. Et il va y avoir une espèce de haute société qui viendra dans ces lieux, un procureur royal, une dame venue de très loin. Tiens, la voici cette dame. C'est Madame Tim. Sa femme, donc la femme d'un homme qui a été nommé à un grade de capitaine, si je ne me trompe pas, je ne sais pas exactement de quoi. Sa femme, plus âgée que lui, était une créole, toujours belle et lente comme une après-midi de fin juin. Tiens, je parle ici plutôt dans une après-midi de début juillet, où il fait très chaud, donc on comprend cette lenteur. Au début, on l'avait prise ici pour une sauvage, mais pas du tout. Elle sortait, paraît-il, d'un couvent espagnol très célèbre qui donnait l'éducation supérieure à toutes les filles de bonne famille du Mexique, dans un drôle d'endroit pour des jeunes filles, paraît-il, près d'un volcan et d'un glacier. Enfin, pour ces choses de l'autre monde, nous, vous savez, nous disons beaucoup de bêtises.
Là, on a un narrateur qui vient s'introduire, c'est quelqu'un qui est du coin, c'est pas trop ça s'est passé au 19e siècle, toute cette histoire-là, mais le roman de Giono est de 1947, donc évidemment beaucoup plus tard. Mais je sais que lorsque Madame Timothée, nous l'appelions Madame Tim, arriva dans le pays, elle avait alors près de la soixantaine, elle en paraissait 20, mettons 30. On en parla beaucoup. Vous imaginez cette femme en marbre bleuté, ses yeux qui mettaient un ton infini pour battre, comme le soleil qui se couchait. C'est alors qu'on fit courir le bruit de ce couvent près d'un volcan. J'en suis sûr, glacier, je ne crois pas. Je crois qu'on n'avait parlé que de neige. Je crois même que c'est Madame Tim en personne qui fit sciemment répandre le bruit. Dites-leur, dit-elle, que c'est très haut, plus haut qu'ici. Rien que pour l'entendre prononcer ces très haut, plus haut, avec son roulement de gorge souple et lent, semblable à l'appel secret des brebis, on aurait répété ce qu'elle aurait voulu. Elle avait peur qu'on la prît pour une femme des déserts chauds. Évidemment, c'est l'image qu'on a peut-être beaucoup plus du Mexique d'où elle vient. Et donc on a cette étrangeté, cet exotisme qui apparaît dans ces lieux, ce personnage qui vient s'installer avec ce Langlois aussi, sorte de capitaine qui aurait lui aussi fréquenté des lieux qu'on sait lointains, en Algérie par exemple, voilà où il se serait battu. Et puis cette haute société qui se crée avec aussi un personnage de tenancière de bistrot assez étrange qui nous raconte une bonne partie de la fin de l'histoire, des années plus tard, là aussi, qu'on surnomme Saucisse, mais qui porte des grandes robes et s'acoquine avec la haute société de Madame Tim et de Langlois. Et elle aussi a une manière de raconter, elle va chercher pour que ce Langlois se marie une femme en ville, ou alors elle raconte une soirée chez les Tim, chez Madame Tim en particulier. Et là aussi, il y a quelque chose d'assez délicieux. Le voyage, par exemple, pour se rendre à Grenoble, c'est le grand voyage pour Saucisse, qui a vécu à Grenoble, mais qui n'est plus descendu dans cette ville depuis bien longtemps. Il avait de chaque côté de lui un personnage moderne. D'un côté, un maquignon très riche avec giletière, breloque, triple menton et qui dormait la bouche ouverte. Il y a un sens du portrait qui est vraiment très très réussi chez Giono. De l'autre côté, une sorte d'artilleur à merde, un huissier en tout cas, certainement un type dans les lois, dans les sous. Il ne dormait pas, il regardait fixement le troisième bouton de cuivre de la redingote qui lui faisait face. Il avait l'air d'une poule qui a trouvé un couteau. De mon côté, il y avait encore deux hommes. On voit la scène qui se crée petit à petit. Celui au bouton de cuivre et une sorte de roublard en blouse. À côté du roublard, une jeune villageoise dégrafa finalement son corsage et donna le sein à un gros nourrisson gras, si goulu qu'il pompait avec ses trous de nez le lait qui lui échappait de la bouche. Et le lait lui échappait de la bouche parce qu'il grognait. Et il grognait parce qu'en pompant le lait avec le nez, il s'engorgeait et perdait le souffle. Il était dans une rage. Il mordait sa nourrice. C'est sensible, un sein. J'aime bien les enfants, mais je te lui aurais foutu sur la gueule. Avec ses oreillettes rabattues, ses yeux fermés, Langlois avait tout à fait l'air de ceux qu'on plante à la porte des églises pour nous inciter à faire notre mea culpa. Voilà les personnages
à peine esquissé. À part Langlois, ces personnages-là, on ne les reverra pas, mais je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce livre-là, plus que l'histoire qu'il nous a racontée, qui part un peu dans plein de directions différentes, on comprend pas forcément tout. Il y a une traque au loup à un moment donné, où les dames, Madame Tim, elles aussi se mettent en grande tenue, on ne sait pas trop pourquoi, il y a ce procureur du roi qui est aussi présent, et puis des scènes étranges, même la fin, alors, je ne vais pas dire la fin, est tout à fait bizarre, et voilà, mais cette histoire-là, un peu sans queue ni tête, ce qui fait qu'elle est intéressante à lire néanmoins, c'est justement parce qu'on a cette écriture à la fois qui veut mimer quelque chose du langage populaire, mais qui reste une écriture très savante. On pense, quand on lit Giono, un peu aussi à l'écriture d'un Charles Ferdinand Ramu, par exemple, même si il y a peut-être plus de verve chez Giono, quelque chose de plus méridional, de plus français, que chez un Vaudois un peu plus taiseux. Mais voilà, une lecture qui m'a beaucoup plu, Un roi sans divertissement de Jean Giono. Autre lecture, autre personnage dont la langue est intéressante, c'est Olivier Rollin. Olivier Rollin dans Vers les îles éparses. Alors là, c'est un petit livre, mais je n'en ai lu que quelques extraits encore maintenant, alors que Giono, j'ai terminé la lecture d'Un roi sans divertissement. Mais là, Vers les îles éparses, je lis ça de manière précisément éparse. Même si je pense qu'à un moment donné, je vais trouver l'élan pour aller jusqu'au bout. Ces îles éparses qui se trouvent, nous dit-on, quelque part dans le canal du Mozambique, et qui surtout sont des lieux que ne fréquente que la marine française, et donc Olivier Rollin se rend sur un bateau de l'armée française, et donc il se retrouve un peu dans un milieu qui n'est pas du tout le sien. Il est beaucoup plus âgé que tous les autres, et d'ailleurs, il raconte cette histoire-là en mettant un peu l'accent là-dessus, et puis sur cet aspect militaire, mais d'une armée qui n'est peut-être pas le cliché de l'armée telle qu'on l'imagine. Par exemple, le réveil du matin, qui est raconté donc dans le navire, premier réveil dans ma couchette. Ce n'est pas un clairon qui sonne le branle-bas à 7h30, mais les copains d'abord de Brassens, diffusés par les haut-parleurs très bas au début, puis de plus en plus fort. C'est moins martial, et c'est attentionné pour ceux qui ont le réveil difficile. L'appel a lieu sur la passerelle, vaste salle vitrée sur les 4 côtés, barrée par les pupitres et consoles des commandes, des cartes, des communications, etc. Le commandant y trône sur un fauteuil genre aéronautique, plutôt business que classe éco, en arrière et un peu au-dessus des pupitres des commandes, silencieux la plupart du temps, lisant parfois. Celui qui est le moins indispensable à la marche du bateau, dit-il philosophiquement, c'est le commandant. Chacun, en principe, connaît son rôle. Lui n'est là que pour contrôler, corriger s'il le faut. La mer monte et descend, bascule d'un côté puis de l'autre, lentement, obstinément, derrière les vitres. Je commence à identifier quelques autres membres de l'équipage. Le capitaine d'Arbe, barbu toujours en treillis. Le maître principal, Kofi, dit le Sipal, grand mahorais dégingandé, souriant, efficace. Le maître Abdullah, un comorien. Le matelot Céline Borges, une jeune réunionnaise au sourire discret mais confondant. Immédiatement après l'appel, exercice anti-incendie, Sécurex 4. Là, tout d'un coup, le vocabulaire de l'armée qui apparaît. Des téléphones sonnent, des voyants clignotent, des messages incompréhensibles. Et là, il ouvre une parenthèse, ce qu'il fait très souvent. Pour moi, tombent des haut-parleurs. Le gracieux matelot Céline enfile une sorte de scaphandre, gants, cagoule, appareil respiratoire et file par l'échappée. La vie des marins, je m'en apercevrai, est largement une vie imaginaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, quelque part entre le récit réaliste et le récit presque de l'ordre du fantastique, imaginaire. Et là, nouvelle parenthèse, c'est leur point commun avec les comédiens.
rythmé par des situations fictives. On simule un feu, un homme à la mer, une avarie de bar, une approche par des embarcations hostiles. On fait ce qui est prévu par le règlement. On tire ensuite le bilan de la façon dont la pièce a été jouée. Et donc on lit cette histoire vraie, comme on regarderait une pièce de théâtre, comme on lirait un roman fictif. Fictif, le roman de Peter May, Tempête sur Kinlochleven, l'est aussi, d'autant plus qu'il se passe dans une période ultérieure à la nôtre, dans les années 2050, dans une Écosse qui ne s'est pas réchauffée à cause des dérèglements climatiques, mais qui au contraire est l'objet de multiples tempêtes de neige, et les villes d'Écosse, celles du bord de mer en tout cas, ont été inondées par l'augmentation du niveau de la mer. Bref, on est dans un monde qui est peut-être celui qui nous attend, en tout cas où les catastrophes climatiques sont importantes, et où l'Écosse, devenue indépendante, est dans une situation compliquée. Le monde, semble-t-il, même si c'est un arrière-fond de cette histoire-là, est aussi dans une situation compliquée. Et puis, on assiste, nous, dans Tempête sur Kinlochleven, à une intrigue policière, évidemment. Peter May, c'est un auteur de polar, qui se lit d'ailleurs de manière assez rapide, dans le sens où on tourne les pages pour savoir la suite. Ça n'est pas aussi brillant que Jean Giono ou Olivier Rollin par le style. C'est même parfois un peu plat, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe plein de choses, et puis qu'on a à la fois une histoire d'ordre privé de notre personnage de flic qui est malheureusement dans une situation, son passé est douloureux, il ne parle plus à sa fille, il va être forcé de parler avec elle sur une sorte de malentendu qui tout au long de l'histoire est raconté, mais on a aussi en même temps d'autres histoires, ou une histoire beaucoup plus terrible, des meurtres qui ont lieu à tout bout de champ dans ce lieu-là, un journaliste qui a été découvert précisément par la fille du flic et d'autres, dans une randonnée en montagne ou dans ces monts qui se trouvent près de Kinlochleven, quelque part dans le nord de l'Écosse. Et donc, ce journaliste a été tué au début, on ne sait pas trop pourquoi, puis notre personnage se déplace dans une sorte d'hélicoptère un peu moderniste pour arriver jusque dans ces lieux retirés de tout. Il y a une panne d'électricité, des tempêtes justement, et puis des meurtres en série. La légiste avec qui il se trouve pour enquêter se fait elle-même trucider, se retrouve dans le frigo de l'hôtel, enfin des histoires affreuses. Pourquoi y a-t-il tous ces meurtres dans ce lieu-là? Il y a une centrale nucléaire pas loin aussi qui alimente toute l'Écosse, semble-t-il, dans une période où l'énergie, évidemment, est une denrée devenue rare et précieuse et fragile. Et donc, toute cette histoire-là, dans un monde futuriste, ou en tout cas d'un futur, non pas forcément probable, mais d'un futur possible, au fond, ou en tout cas qui se pense à partir des questions climatiques qui risquent en effet de créer des situations extrêmement dures dans certains endroits. Et bien, bref, tout ça sur fond de polar, mais avec aussi une dimension politique qui apparaît à un moment donné, cette dimension familiale. Bref, on lit ce livre avec beaucoup d'envie de connaître la suite et la fin. Alors la suite et la fin, je ne l'ai pas encore lu, puisqu'il me reste encore quelques pages, je ne suis pas loin de la fin, mais voilà, c'est un bon livre qui divertit bien, et surtout, là, je suis en train de vous parler en période de canicule. Or, ces histoires de tempêtes de neige, même si elles sont dramatiques aussi dans ces lieux-là, je dois vous dire que ça fait du bien de lire
des choses qui sont un peu plus fraîches que ce qui nous arrive au moment où je suis en train de parler, où il fait vraiment très chaud. Et d'ailleurs, cette chaleur va me pousser à mettre fin à cette vidéo, dont 3 livres où 3 livres ont été évoqués. Giono, Un roi sans divertissement, Olivier Rollin, Les îles éparses, et puis Tempête sur Kilnock Leven de Peter May. Au revoir et à la semaine prochaine.